Salut tout le monde. Alors, on est sur la deuxième journée du festival Out of the Books. Alors, plein de monde aujourd'hui. Et j'ai le grand plaisir de recevoir Perrine Bigot qui a animé une conférence tout à l'heure qui était bien remplie aussi. On va parler dans ce podcast des compétences psychosociales, comprendre un petit peu ce que c'est et puis l'importance aussi de pouvoir les travailler avec les jeunes. Bonjour Perrine. Bonjour Sophie. Bonjour tu vas bien à tous. Je vais très bien. Je suis très contente d'être ici. Alors, on va parler de ces compétences psychosociales. On en a parlé ensemble avant. Tu disais c'est quand même un enjeu important, ces compétences pour les jeunes et puis pour les parents, les enseignants qui nous écoutent. On va peut-être commencer par là. C'est quoi les compétences psychosociales pour bien les définir? Merci de poser cette question parce que en fait c'est souvent quelque chose que ne connaissent pas du tout les enseignants ni les parents. Or les CPS, donc comme on les appelle, les compétences psychosociales, sont fondamentales pour la réussite scolaire et aussi la réussite dans la vie de n'importe quel être humain. Et donc ce sont différentes compétences qui ont été reconnues comme fondamentales pour la construction sereine et saine d'un être humain. Elles sont divisées en 3 grandes catégories. Donc vous avez les compétences émotionnelles, les compétences sociales et les compétences cognitives. Elles sont regroupées donc en 3 grands axes et il y a différentes compétences dedans. Donc dans les compétences émotionnelles, on retrouve la compétence de savoir gérer ses émotions, celle de savoir gérer son stress. Dans les compétences sociales, il y a toutes les compétences liées à la communication, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles et avoir de l'empathie pour les autres. Et dans les compétences cognitives, on retrouve la notion d'avoir conscience de soi, donc se connaître soi-même, savoir s'auto-évaluer, avoir une pensée critique et une pensée créative, et savoir résoudre des problèmes et savoir prendre des décisions constructives. Donc autant de compétences qui sont tellement riches, variées et en même temps nécessaires pour... J'ai l'impression que tu viens de me donner tout le programme des conférences des 2 jours. C'est vrai, toutes les compétences que tu as citées, finalement, directement ou indirectement, elles ont été abordées dans les conférences, parfois sous une autre forme, avec des autres termes, mais finalement, capacité de réflexion, d'auto-évaluation, de connaissance de soi. Enfin voilà, tout ce que tu as dit, c'est vraiment les enjeux majeurs de l'école. Donc oui, clairement, essentiel d'en parler. Exactement. Et donc, elles sont reconnues d'utilité publique pour une santé mentale, notamment une santé mentale, mais aussi physique, psychologique et sociale. Oui, c'est ça. Parce que tu parlais de ces 3 axes, donc il y a le côté cognitif, mais il y a le côté bien-être aussi, et le côté social, la relation. On en a beaucoup parlé aussi, les relations avec les autres, avec soi-même. Ouais. Alors, ça va être compliqué évidemment d'aller en profondeur dans chacune de ces compétences, mais de manière générale, c'est quoi les outils que tu conseillerais aux enseignants? Quels sont les leviers qu'ils ont pour pouvoir les travailler, ces compétences? Parce que je crois que finalement, indirectement, ils les travaillent déjà, mais toi, tu focaliserais peut-être sur quelles compétences ou... Alors déjà, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que ça devrait être... c'est comme se brosser les dents, ça devrait être une hygiène, ça devrait être un rituel. Et le gros problème, c'est que toutes ces compétences, elles sont pas encore ritualisées. En tout cas, pas assez. Certaines, oui. On voit de plus en plus d'outils au niveau des émotions, au niveau de nommer des émotions dans les écoles, et c'est super, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que nommer son émotion, c'est important, mais il faut savoir la réguler, savoir la gérer. Donc, par exemple, un outil qu'on peut mettre en place, c'est l'outil du panneau stop, pour expliquer aux enfants comment ça fonctionne, l'inhibition. Et donc, l'inhibition, c'est ce qui me permet si je suis pas d'accord avec toi, Sophie, dans la cour de récré, je mets mon panneau stop et au lieu de te taper, je vais trouver d'autres solutions. Donc là, il y a un outil qu'on peut mettre en place avec les enfants, c'est de créer la roue de régulation des émotions et de dire, au lieu de taper, de crier, etc., qu'est-ce que je peux faire? Et on répertorie avec les enfants sur une roue toutes les stratégies qui sont adéquates. Voilà, ça c'est un exemple d'un outil qu'on peut mettre en place en maternelle, en primaire. Et l'idée c'est de la réutiliser. Et j'insiste bien, c'est-à-dire que faut pas juste créer l'outil, c'est qu'il faut la réutiliser. Et notamment dès la maternelle, il faut que les enseignants puissent montrer l'exemple. Donc au début c'est l'enseignant qui va dire, oh là j'ai eu envie de crier, je mets mon panneau stop. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 2 secondes. Donc pour l'instant vous avez 2 minutes sans moi. Je fais une petite pause et dès que le sablier est fini, on recommence. Là, on va faire une respiration, etc. Est-ce que c'est un peu le principe du modelage, c'est-à-dire je te montre finalement dans la pédagogie explicite, je vais te montrer comment utiliser l'outil aussi, comment ça s'applique à moi, parce que finalement, ce qui est applicable à l'enfant, c'est pour l'adulte aussi. C'est exactement ça. Je sens que tu as bien écouté la conférence de tout à l'heure sur la pédagogie explicite. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est qu'on est le modèle et qu'en fait, les traces mnésiques dans le cerveau, les traces qui vont se faire dans le cerveau de l'enfant, c'est les traces que nous allons lui montrer. C'est le chemin que
nous allons lui montrer. Donc, première chose, c'est que nous, on met en place ça pour nous-mêmes en tant qu'enseignants. Un autre exemple, tu me parlais des outils tout simples, mais c'est le pot de fierté. Un pot de fierté, ça peut être individuel, donc chaque enfant a son pot de fierté, et ça peut être un pot de fierté collectif, et chaque semaine, on vient mettre une fierté. Quelque chose qu'on savait pas faire avant et qu'on sait faire maintenant, et que ça peut être scolaire ou alors au niveau relationnel, affectif. Ah bah tiens, j'ai aidé quelqu'un spontanément cette semaine. Et l'enseignante aussi. Donc elle s'intègre dans ce rituel. Et donc, on remplit le pot de fierté, par exemple, tous les vendredis à 14h, et on pioche régulièrement dans ce pot de fierté pour aussi mettre à l'honneur. Ah bah tiens, Sophie, t'as réussi à faire tes lacets. Et c'est vrai qu'il y a eu un mois, tu savais pas les faire. Bravo, Sophie. Et on peut mettre quelqu'un à l'honneur comme ça. Au départ, un enfant qui a du mal à identifier des fiertés, parce que c'est parfois le cas malheureusement, on a souvent tendance à pointer ce qu'il ne sait pas faire. On essaye de contrecarrer un petit peu ça, mais c'est vrai que parfois, on voit des élèves qui ont vraiment des difficultés à identifier quelque chose de positif chez eux. De nouveau, l'enseignant, il va modéliser. Au début, c'est l'enseignant qui va mettre en avant les fiertés. Par exemple, Sophie, bravo. Je vois que tu allais aider spontanément Paul, qui n'est pas ton copain. Enfin, je sais que vous n'avez pas forcément d'affinité, mais tu es allé spontanément l'aider. Eh bien, tu sais, ça, Sophie, c'est une fierté. Ça s'appelle l'entraide. Et donc, peut-être imprimer une liste de différentes fiertés. Et donc, au début, c'est l'enseignant qui va modéliser. Et puis, par la suite, on va demander, tiens, Sophie, dans cette liste, elles ont été explicitées par l'enseignant. Voilà. Il faut avoir des outils. Donc, imprimer une liste. 2, il faut le modéliser. Et puis, 3, après, il faut le ritualiser. Ouais, tout à fait. Donc, la guidance, de dire, on le fait ensemble. Et c'est pas parce que ça fonctionne pas une fois qu'on arrête l'outil. C'est comme quand on est parent, hein. C'est pas parce que votre enfant il se lave pas les dents que vous lâchez les bras, vous baissez les bras. Oui, non, c'est important de le dire parce que c'est vrai que parfois ça marche pas tout de suite et alors on abandonne, mais c'est aussi le principe du rituel, ça va se mettre en place. Les élèves, les enfants vont s'habituer aussi à ça. En fait, ce pot de fierté, ça peut être aussi utilisé à la maison. Voilà. Alors justement, tu me demandais qu'est-ce que peuvent mettre en place les enseignants, mais il y a plein de choses que les parents peuvent mettre en place. Un autre exemple pour un peu changer, ça peut être une boîte aux lettres de gratitude. Donc avec des rouleaux de papier toilette, chacun fait sa petite boîte aux lettres et on les colle ensemble de façon verticale. On met notre prénom, Perrine, etc. Et on vient déposer des petits mots. Donc par exemple, je vais déposer un petit mot et je vais dire merci papa de m'avoir fait un super bon repas hier. Et hop, je viens déposer. Et attends, tu me dis dans un rouleau de papier toilette, donc tu fais une petite entaille dans le rouleau de papier toilette qui est vide. Et tu mets et je les colle juste et donc je viens déposer à l'intérieur du rouleau de papier toilette. Ça, c'est pour que ce soit pratico-pratique, mais après, on peut faire avec des enveloppes. Chaque personne a une enveloppe et donc on vient des... Non, j'aime bien le côté pratico-pratique. Voilà. Parce que je trouve toujours il faut acheter, il faut trouver plein de trucs. C'est-à-dire en fait avec des choses toutes simples. Je pourrais poster d'ailleurs la photo de la boîte aux lettres. De la boîte aux lettres que j'ai faite chez moi du coup. Trop bien. Oui, non, c'est cool. C'est vrai que ces petits outils et c'est vrai que c'est chouette de voir qu'il y a des choses qu'on peut utiliser à la maison, qu'on peut utiliser en classe aussi et donc que le parent il trouve aussi quelque chose pour travailler ça à la maison. D'autres choses encore parce que alors j'en aurais tellement, mais déjà, première chose, c'est qu'il y a des ressources qui sont géniales. Vous allez sur le site Scholavie, donc SCHOLAVIE. Scholavie ont des outils, mais il y en a des centaines à télécharger gratuitement sur leur site. Et donc, c'est à la base pour les enseignants, mais ça peut être aussi pour les parents. Et donc là, vous trouverez vraiment plein d'outils à aller chercher sur Scholavie. Il y a aussi des podcasts qui sont faits, donc vraiment allez chercher sur CPS. Enfin, si vous connaissiez pas ce mot, j'aimerais... C'est ça, CPS, donc on rappelle compétences psychosociales. Mais donc tu tapes CPS, tu vas trouver des ressources. Et donc Scholavie, là tu dis des ressources gratuites disponibles autant pour le parent que pour les profs, quoi. Exactement. Alors nous, dans le livre qu'on a coécrit aux éditions Atzeo qui s'appelle Corps, Cœur, Cerveau, 3 boîtes à outils dès la maternelle, il y a justement toute une page sur les CPS, sur les compétences psychosociales et toute une boîte à outils avec plein d'outils dont le pot de fierté et plein d'autres dans le livre. Ok, je vais abuser, Perrine. T'as encore des petits outils parce que c'est ce que je sais faire. Bien sûr. Moi, j'adore les outils aussi. Alors, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est en lien avec justement le harcèlement et donc, enfin, avec le harcèlement. On parle beaucoup du harcèlement et souvent on en parle au moment où ça arrive. Alors qu'en fait, il faut mettre en place des choses bien avant. Préventif. Et donc, il y a les messages clairs. Les messages clairs, c'est en lien avec la CNV, la communication non violente. Et donc, l'idée, comme son nom l'indique, c'est de faire un message très clair à l'autre personne. Et donc là, de proposer à l'enfant une étape très simple, enfin plusieurs étapes qui sont très simples, c'est « Sophie, est-ce que tu es d'accord que je te fasse un message clair ?» Donc, on vient de se disputer, par exemple, à la cour de récré.
Donc là, tu viens avec moi et on fait un message clair, c'est-à-dire, je vais dire tout à l'heure, quand tu as pris le ballon dans mes mains sans me demander, donc je donne les faits, ce que j'ai observé. 2, je me suis sentie triste, l'émotion. Et 3, je te demande de me demander pardon ou de la prochaine fois de me demander avant de... Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et souvent, moi j'ai vu des enfants de maternelle se faire des messages clairs, mais vraiment dire Géraldine, est-ce que je peux te faire un message clair? Oui. Et donc si vous êtes enseignant, vous pouvez mettre par terre, en dehors de votre classe, par exemple dans le corridor, dans le couloir, vous pouvez mettre 3 petits ronds par terre. Comme ça, les enfants, s'ils ont des messages clairs à faire, ils sont autonomes, ils peuvent aller tous les deux sur les petits ronds. Le premier rond, je dis ce qui s'est passé. Le deuxième rond, je dis mes émotions. Le troisième rond, je fais une demande, par exemple. Pour les plus grands, on peut rajouter les besoins. Après l'émotion, on peut dire, voilà, je me suis sentie triste, en colère, parce que j'ai besoin de respect, j'ai besoin de... J'entends les compétences psychosociales, on peut les travailler très tôt, parce que tu parlais déjà des maternelles, primaires en tout cas. En secondaire, c'est quelque chose qui doit continuer à se travailler d'une autre manière, ou de dire, en fait, l'idée c'est de le travailler au plus tôt pour qu'en secondaire, il y ait une certaine forme d'autonomie, ou en tout cas une capacité chez les jeunes d'exprimer leurs émotions. C'est que c'est pas toujours évident non plus, parce qu'il y a cette période de l'adolescence qui est quand même un petit peu difficile. Ça serait quoi tes pistes par rapport aux ados? Alors, il y a plusieurs choses. Je reviens sur l'enfance parce que tu disais que c'était très important de le faire dès le plus jeune âge. Et ça, oui, clairement. Par contre, attention, les capacités métacognitives d'un tout petit ne sont pas les mêmes. Ouais. Donc, on le sait dans le développement, dans le neurodéveloppement de l'enfant, la capacité de se décentrer, elle n'est pas encore présente pour un enfant. Donc, le message clair, au début, ça va être compliqué pour un tout petit de le faire parce qu'il va être dans l'émotion. Il n'a pas encore ses fonctions exécutives qui sont... Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte et ça, j'insiste aussi. On ne peut pas demander à un tout petit de 3 ans d'avoir les mêmes capacités. Donc ça, c'est important. Et chez les adolescents, plus on aura fait le travail avant, plus ce sera fluide, évidemment. L'autre chose encore par rapport à l'adolescence, tu le disais très bien, parfois ils sont réfractaires. Mais donc là, encore une fois, on ne lâche rien. C'est-à-dire que nous, on est les modèles. Et être avec des adolescents, pour moi, je dis, c'est que c'est vraiment, on plante des graines et on ne les voit pas pousser. C'est ça qui est très, très, très compliqué, voire même, des fois, ils sont dans l'opposition. Mais c'est pas parce qu'ils sont dans l'opposition qu'ils ne captent pas les graines qu'on est en train de planter. Et donc, si un enseignant parle à un adolescent en manière CNV, vraiment avec ses messages clairs, sans les bébétiser. Il faut pas non plus les rendre bébés, il faut leur parler avec leur langage, mais il faut absolument le faire. Et il faut leur demander aussi de pouvoir s'exprimer ainsi. Donc, de leur demander de reformuler d'une manière, OK, donc, est-ce que là, tu es en colère? Ouais. Non, là, j'ai besoin que tu me dises ton émotion. Là, tu es en train de crier, d'hurler, je n'entends pas l'émotion qui est derrière. Et donc là, ça peut être intéressant, justement, de décortiquer ça. Et je trouve que les enseignants, ils ont une part aussi importante parce que peut-être qu'à l'adolescence, les parents n'auront plus ce rôle qu'ils avaient avant de modèle. Justement, à l'adolescence, les parents, on n'a pas envie de faire comme eux. Ouais. Et donc là, les enseignants ont vraiment un rôle important. Vraiment, que vous soyez enseignant maths, physique, vous avez vraiment un rôle dans les CPS. C'est ça qui est important avec les CPS, les compétences psychosociales, c'est qu'elles sont, elles nous concernent tous et toutes. Elles sont multidisciplinaires, en fait. Oui, parce que je me faisais la réflexion, l'exercice du message clair, en fait, on travaille aussi sur des compétences de communication, mais on travaille aussi sur s'exprimer clairement, formuler des phrases simples et directes. Et je me dis, en fait, ça peut même s'intégrer dans des exercices de maîtrise de la langue complètement, et de se dire, en fait, je le travaille dans le cadre de mon cours de français, mais c'est l'occasion aussi d'enrichir le vocabulaire, de nommer les émotions, etc., etc. Mais c'est intéressant, cette idée, effectivement, que le parent à l'adolescence n'est peut-être plus... en tout cas, pas le référent, peut-être. Comme tu dis, on veut pas faire comme les parents, quoi. Ils sont un peu ringards. Et en même temps, c'est assez... moi, étant belle-mère qui a maintenant 17 ans, je vois quand même maintenant qu'il a réussi à intégrer des graines que j'ai semées. Et même si c'est très subtil, c'est assez beau de le voir des fois, pouvoir s'exprimer de manière CNV sans vraiment le dire. Parce que... Oui, non, il faut pas reconnaître. mais c'est vrai, ça, je trouve cette idée que j'en parle souvent avec les enseignants, de dire on fait des choses mais on voit pas le résultat tout de suite, et c'est vrai que c'est frustrant. Mais je crois qu'il faut avoir cette croyance profonde de se dire ce qui est dit est entendu finalement. Exactement. Et de se dire peut-être que ça fait son chemin, peut-être qu'il est pas disponible maintenant, mais qu'il le sera plus tard. Et c'est vrai que malheureusement parfois de se dire ouais, moi je l'aurais pas vu. Oui, mais voilà.
Et je prends aussi, quand tu m'as demandé ce que sont les CPS et comment les enseignants et les parents peuvent les intégrer, il faut aussi revenir sur pourquoi c'est si essentiel d'en parler. C'est parce que, et je le redis, c'est que les compétences psychosociales sont vraiment un des prédicteurs de réussite. Point. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que des personnes dans la vie qui réussissent, c'est-à-dire qui sont heureux, qui sont intégrés, socialement épanouis, c'est parce que, notamment, leurs compétences psychosociales sont bien développées. Donc là, c'est vraiment d'ordre d'utilité publique. On n'est pas juste sur les apprentissages, même si évidemment, là, j'en parle souvent auprès des enseignants, mais on est vraiment au-delà de la réussite scolaire. Oui, c'est ça. On sort clairement, on est dans du transversal et c'est des choses qui vont servir au niveau du sens et de la pertinence. En tout cas, ça sera utilisé. Donc c'est pas du plus. En fait, ça devrait pas être. Je fais ça en plus parce que j'ai été formée. Ça devrait être vraiment intégré dans nos pratiques. Alors, tu parles de formation. Je rebondis évidemment tout de suite là-dessus parce que je pense que c'est difficile de ne pas être convaincu de se dire que c'est essentiel, et même pour l'adulte qu'on est, on se rend compte que ces compétences, on les exploite, on les développe au quotidien. Comment se former à ça? Parce que même en tant que parent, je me dis de se dire voilà, je suis avec mes ados et j'aimerais bien avoir plus d'outils, plus de techniques. Alors, tu parlais de Scolavie, il y a beaucoup de ressources. Pour toi, les ressources, parcourir les ressources, c'est suffisant, ou il y a un intérêt vraiment à aller plus loin et à aller se former? Alors, il y a un intérêt à aller plus loin. Après, je dis toujours aux parents de rester parents. Les parents ne doivent pas se transformer en psy, en psychologue. Les parents ne doivent pas se transformer en enseignants. Par contre, il y a des ressources que je conseille aux parents, c'est souvent les podcasts. Parce que les podcasts, c'est accessible. Vous pouvez l'écouter dans le train, en voiture, etc. Et donc, il y a de plus en plus de podcasts. Et donc, si vous tapez compétences sociales, émotionnelles ou CPS et podcast, là, vous allez retrouver des ressources. Donc là, vraiment, je vous conseille d'aller là-dedans. Pour les enseignants, je vous conseille aussi d'aller ouvrir des livres, vraiment, parce que il faut en connaître un peu plus. Et puis, surtout, d'être créatif, vraiment. Moi, Créapéda, avec Oriane Blondiot, avec ma partenaire, on propose des formations sur la créativité. Mais je crois qu'il faut qu'on se reconnecte tous aussi à qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place un climat serein chez moi. Alors, on n'a pas toujours les idées et on n'a pas eu peut-être nous-mêmes des outils. On nous a peut-être pas transmis des outils. Donc, je pense que c'est en venant dans ces journées Out of the Books, Festival Out of the Books. Malheureusement, je sais qu'il y a des parents qui ne peuvent pas venir. Donc, ce genre de podcast permet justement, de pouvoir diffuser ce genre d'informations. Nous, les livres, même si les éditions Adzeo sont plutôt pour les enseignants, moi je le conseille à des parents. Il y a des parents qui me disent mais en fait c'est génial, dans le livre on a déjà plein d'outils. Donc voilà, en tout cas le livre Corps, Cœur, Cerveau, 3 boîtes à outils de la maternelle. Corps, Cœur, Cerveau. Donc là il y a toute une partie aussi sur les compétences psychosociales tout à fait. Dans le livre que tu as coécrit, tu disais, avec Nadine Lemy qui est enseignante en maternelle et qui utilise aussi des outils en tant que grand-mère. Elle maintenant elle est maintenant grand-mère, et là il y en a plein. Donc peut-être deux trois autres petites pistes, c'est les albums jeunesse. En tant que parent, offrez à vos enfants des livres jeunesse qui parlent de gratitude. Donc, je pense notamment à un livre qui s'appelle Le conte chaud et doux des chauds doudous. Un autre livre qui s'appelle Le sais-tu, un magnifique livre. Il y a Le sais-tu maman aussi, qui valorise. Il y a aussi As-tu rempli un seau aujourd'hui? Il y a plein d'albums jeunesse comme ça, et le fait d'en avoir dans nos bibliothèques de famille, de lire des livres le soir avec eux et d'en discuter, j'imagine, d'aller au-delà du livre, évidemment. Voilà. Donc peut-être aller dans votre librairie près de chez vous et peut-être demander au libraire, tiens, qu'est-ce que vous me conseillez? Alors peut-être que le libraire ne connaîtra pas le mot CPS, compétences psychosociales, mais justement ce sera un chouette échange avec lui ou elle, et ils auront peut-être des ressources à vous donner. Super. Donc j'entends pas mal de choses au niveau formation. Tu parlais donc des formations que tu proposes avec Oriane. Donc là vous proposez des formations. Tu parlais de créativité, mais finalement c'est la créativité au service du développement des compétences psychosociales, notamment parce que je pense que vous faites plein d'autres choses. Peut-être un petit mot là-dessus. Au service de la pédagogie aussi, tout ce qui est métacognition. Alors on sait que la métacognition c'est aussi un outil au niveau des compétences cognitives, de savoir avoir un esprit critique. Vous vous souvenez dans les différentes compétences, il y a savoir avoir un esprit critique, et donc c'est savoir se poser des questions. Donc là aussi, dans la formation qu'on donne avec Oriane, Créapéda, on aborde cette notion aussi métacognitive. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et je donne des formations aussi sur l'outil Octophone. Ça, c'est peut-être le dernier outil aussi que je pourrais partager, qui est un outil où on parle des intelligences multiples. Donc on sait que ça a été
voilà, Neuromythe, etc. Mais c'est un outil que j'utilise beaucoup pour reconnecter les enfants, les adultes à tous nos potentiels, en fait. On a ressources, ouais, on a tellement de ressources. Et il y a des enfants qui ont juste l'impression qu'ils sont nuls parce qu'ils ont l'impression qu'à l'école, on fait des maths et du français et qu'ils sont nuls en maths et en français. Et donc, l'idée avec les octophones, c'est d'élargir et d'être vraiment reconnecté à une meilleure connaissance de soi. Je te rejoins parce que c'est vrai que ce débat sur les intelligences multiples, il est large. Après, l'idée, je pense que ta vision n'est pas d'enfermer un enfant dans un profil ou d'aller le mettre dans une case, mais plutôt, comme tu dis, c'est le mot d'ouverture, c'est d'essayer de porter un regard plus large aussi sur qui je suis. Je ne suis pas qu'un cours de français ou qu'un cours de maths. Et il faut le reconnaître quand même. C'est vrai que pendant tout un temps, je pense que ça bouge un petit peu maintenant, mais c'était quand même un petit peu ça, notre programme scolaire du français et des maths. Si on était bon dans l'un ou l'autre, finalement, on avait une reconnaissance scolaire assez immédiate. Et donc, je trouve que c'est l'intérêt quand même de cette approche des octophones, c'est d'aller élargir, d'avoir un regard plus large sur finalement, je ne suis pas que exactement le linguistique ou le logico-mathématique. Donc voilà, c'est important, je trouve, de le nuancer parce que parfois il est un peu trop radicalement jeté à la poubelle. Alors on a dit il n'y a pas la valeur scientifique, on n'est pas là-dessus, mais plutôt sur cette ouverture. C'est un outil de connaissance de soi et un outil qu'on va pouvoir utiliser, mobiliser avec les jeunes. On parlait des adolescents aussi, et ça c'est vraiment un outil. Moi je trouve que les adolescents ne se connaissent pas assez. Tout à fait. Ils n'osent pas dire qu'ils ne savent pas. Il faut remettre aussi l'erreur à sa en disant mais c'est bien de pas savoir, c'est bien de se tromper et on va le faire ensemble. Tout à fait. Je trouve que ça va permettre de mettre des mots et il y a rien à faire. Je trouve que ça reste un beau levier motivationnel aussi parce que mieux se connaître, comprendre qu'on a des forces, qu'elles sont peut-être pas toujours mises en évidence par des points dans un bulletin, mais en fait il y a d'autres atouts qui ressortent et les nommer, c'est important et finalement ça rejoint le pot de fierté, etc. dont on parlait, mettre des mots sur voilà ce que je sais faire, ce que je fais bien, ce qui est essentiel. Oui, et par exemple moi les octophones, ça me permet de nous reconnecter aussi par exemple à tout ce qui est body fun. C'est-à-dire que le corps, je trouve qu'on l'oublie beaucoup trop. Donc dans le livre Corps, Cœur, Cerveau, c'est pour ça qu'on a voulu en parler. Par exemple, le théâtre, on fait pas assez de théâtre, mais le fait de faire du théâtre, de prendre sa place au niveau corporel, ben ça va permettre aussi à l'enfant de prendre sa place au niveau de la société, au niveau d'un groupe. Donc ça va mobiliser la confiance en soi, l'estime de soi, les habiletés sociales. Ouais. Je pense au jeu Tac à Tac. Ça c'est un chouette jeu à offrir autour de vous. Toi qui aimes bien les outils. Ouais. C'est un jeu où on s'entraîne en fait à donner des attaques à l'autre. Alors, c'est pas d'attaquer l'autre, mais si quelqu'un me harcèle ou si quelqu'un me dit des choses pas sympas, c'est comment je vais faire pour réagir, pour rebondir. Et en fait, malheureusement, il y a plein d'enfants qui sont harcelés parce qu'on ne leur apprend pas à rebondir. Alors, l'idée, c'est pas, si tu me dis, toi, Sophie, t'es nulle, Perrine, c'est pas de dire non, c'est toi qui es nulle, Sophie. C'est pas ça. Mais c'est l'idée, c'est si tu me dis t'es nulle, Perrine, et ben moi, je vais dire, ah oui. C'est quoi ta définition de nul? Et donc du coup là tu vois je renvoie en fait une flèche, on appelle ça des flèches, c'est notamment tout le travail d'Emmanuel Piquet sur le harcèlement, et c'est de re-questionner l'autre, et du coup l'autre va être un peu désarçonné, et en fait c'est ça qu'on cherche, on ne cherche pas à remettre de la violence, déstabiliser un petit peu la personne qui a attaqué. Exactement. Et donc ça fait partie des outils, des super outils de compétences psychosociales. Super chouette. Mille merci Perrine, on pourrait encore passer des heures à discuter, toi et moi on le sait, mais voilà. Un tout grand merci. Donc je rappelle donc l'ouvrage donc Corps, Cœur, Cerveau, publié aux éditions Adzéo, écrit par toi en collaboration avec une enseignante de maternelle. Tu as parlé des ressources que la vie, donc où c'est tout à fait gratuit et accessible autant pour les parents que pour les enseignants. Donc voilà, plein de chouettes choses, et n'hésitez pas à aller vers les ouvrages de jeunesse. Il y a des chouettes choses apparemment à travailler. Donc voilà. Nous on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. À très vite. Merci. Thank you.